Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Suite de notre série d'émissions sur la thématique du mal-logement, où dans l'épisode précédent, vous avez pu croiser la route de Fabouche, Nourine et Eric. Aujourd'hui, nous vous proposons la rencontre avec Jonathan Calais, le chef de service d'entraide et abri sur Tournon, association dont la raison d'être est de lutter contre les exclusions et restaurer la dignité et l'estime de soi des adultes en situation précaire qu'elle accueille. Une émission où l'on reparlera des enfants de Don Quichotte et où l'on déboulonnera l'image d'Épinal du vagabond qui chemine, dormant çà et là à la belle étoile, muni de son fameux baluchon, afin d'avoir une vision plus précise de la situation actuelle et de son évolution ces dernières années. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Jonathan, qui va nous décortiquer cette réalité avec une précision quasi chirurgicale. Et on se retrouve en fin d'émission afin de se dire au revoir. Bonne écoute. Oui, alors je suis Jonathan Calais, je suis le chef de service sur entraide et abri pour l'association sur le site de Tournon pour l'accueil de jour et pour la partie hébergement d'urgence. Alors c'est vrai que souvent on dit qu'on n'est pas là par hasard quand tu travailles sur des métiers comme ça ou avec de l'humain. Moi je m'étais forcément réinterrogé, est-ce que là où j'arrive à remonter, il y a forcément une question des valeurs et dans ton éducation, une sensibilité, mais après aussi je me souviens que ado j'ai été très copain avec un jeune homme qui justement après a terminé sa vie dans la rue, qui est décédé en squat. Donc moi j'avais 16 ans, lui il en avait 17, 18, donc je pense que ça a aussi marqué, je l'ai compris après, mais ça a aussi marqué peut-être ce parcours de vie. J'ai commencé à travailler plutôt dans le médico-social. J'ai fait un stage à Romans sur le centre d'hébergement d'urgence, et c'était l'époque, je pense que tu dois t'en souvenir, au niveau des médias, où il y a eu les Don Quichotte. Extrait du journal de France 3, le 26 décembre 2006. C'est devenu leur village, leur campement. Depuis 10 jours, le long du canal Saint-Martin, le nombre de tentes se multiplie. Au niveau des tentes, on est arrivé avec 100 tentes. On les a installées de chaque côté du canal. Les premières soirées, elles n'étaient pas toutes remplies, je vous avoue. Au fur et à mesure, il y a des bien logés qui nous ont rejoints et des SDF. Aujourd'hui, c'est plus du double, près de 250 tentes, quelquefois occupées par 2 à 3 personnes. Une communauté qui s'organise tant bien que mal avec le soutien des riverains. Un soutien matériel mais aussi moral. Dans la rue, on signe la charte du canal Saint-Martin, un document dans lequel les collectifs réclament l'ouverture de structures d'hébergement. Une solidarité limitée face au problème de l'exclusion que les tentes du canal Saint-Martin ont permis de rendre visible. Où il y a énormément en fait de choses qui ont bougé pour les personnes en difficulté, avec des financements qui sont tombés pour essayer de faire que les gens prennent plus de temps sur les centres d'hébergement d'urgence et donc amener des moyens, créer des postes d'éducateurs, développer des postes d'assistantes sociales. Donc je suis arrivé à un bon moment clé où en plus je me suis dit peut-être que j'arrête avec le médico-social, le handicap, et je reste dans cette partie vraiment type CHRS du social. Et puis j'avais déjà des liens avec Tournon, avec le directeur de l'époque, et ensuite je suis passé coordinateur, puis au fur et à mesure des années, je suis devenu après chef de service, avec aussi une volonté, on est aussi très sensible aussi à Tournon, à partager aussi nos expériences et à aller aussi sur les centres de formation d'éducateurs et aussi sur les collèges ou sur les lycées. On se doit de communiquer aussi sur que le public il est très large, il n'y a pas un public SDF, et puis déjà même moi en peu de temps, j'allais dire depuis 2005-2007, je vois aussi qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que clairement ce qu'on essaie de faire savoir aussi aux citoyens lambda, c'est que bien évidemment ça peut arriver à tout le monde, ça plein le savent, mais aussi et surtout c'est que le gars avec le baluchon qu'on a l'habitude de se représenter, c'est terminé. On a aussi bien des jeunes qui sont vraiment en rupture familiale qui arrivent ici à 18 ans. On a des personnes âgées suite à des expulsions qui n'ont jamais connu la rue, qui pourraient être ton oncle, ta tante, mon grand-père, qui arrivent ici avec un public qui se mélange avec des femmes victimes de violences, avec des hommes qui ont été, violents sur leurs compagnes et qui sont amenés par la gendarmerie, des gens qui sortent d'hospitalisation, par de la psychiatrie, par de la dicto, et des gens demandeurs d'asile aussi,
qui sont pas des gens avec des difficultés dans leur pays au niveau boulot, on va dire, qui avaient une bonne situation, mais qui ont dû venir en France pour fuir des guerres ou des choses très difficiles. Donc tout ce public va se mélanger. C'est très large, c'est pour ça qu'on parle. C'est la richesse de notre boulot et qui fait aussi qu'on doit arriver à jongler un petit peu. Moi, je fais souvent ce parallèle parce que quand tu travailles dans le handicap, tu travailles par exemple avec des enfants trisomiques. J'avais le souvenir quand j'ai débuté dans ce métier à la vingtaine que tu accompagnes des enfants trisomiques. Ils sont tous différents bien sûr, mais il y a un public. Et ici, j'aime quand même souligner qu'on a quand même énormément. Il y a une mixité, il y a une richesse, mais qui fait aussi que dans ton travail et dans ton positionnement, ça demande aussi à n'importe quelle place que tu sois veilleur de nuit, ou que tu sois assistante sociale, ou directeur ou chef de service, vraiment une ouverture et une souplesse si tu veux rester à accompagner au mieux les gens. Mais concrètement, à quoi sert un accueil de jour ? Et cette vieille dame, est-elle en grande précarité ? On dirait pas. Par contre, cet homme aux vêtements déchirés, lui, il vit dans la rue. On continue en compagnie de Jonathan, chef de service à Entraide et Abri, à déboulonner nos petites idées reçues. Un accueil de jour, il va aussi bien toucher des gens à la rue, bien évidemment, mais aussi et beaucoup de gens qui sont en logement, mais pour lesquels il y a une précarité, soit du lien social, parce qu'il y en a, on est les seuls qui viennent, ils habitent en ville, mais on est les seuls qui côtoient. Ils viennent pas parce que le café il est gratuit, ils viennent pas pour la gratuité, ils viennent pas parce que le service de lessive aussi il est ouvert, ils viennent chercher autre chose. On le voit sur les permanences sociales aussi, on voit vraiment des gens que tu peux croiser en ville où tu imagines pas qu'en fait cette dame elle dort dans un garage depuis 2 mois chez un monsieur qui est plutôt malveillant. Et donc un accueil de jour, ça sert à ça, à toucher des gens qui sont dans la précarité, mais c'est ce qu'on appelait aussi quelquefois les invisibles, c'est-à-dire des gens que toi tu vas croiser, mais tu n'imagines pas la difficulté qu'ils ont. Et à contrario, ce qu'on explique aussi quand on rencontre les citoyens ou des étudiants, c'est que par contre tu vas croiser des gens qui physiquement tu vas te dire ça c'est une personne SDF, voilà. Et ça aussi c'est des gens qui nous interpellent parce que des personnes qui vont être très dégradées ou avec des vêtements caricaturés, mais des vêtements déchirés ou voilà avec une hygiène où on se dit il y a des difficultés, donc c'est quelqu'un qui est à la rue. À contrario, on rencontre nous des personnes comme ça dans Tournon ou d'Autun qui ne sont pas à la rue, qui sont dans un logement parfois même social, mais dans une situation très précaire et sans assistante sociale qui est allée à leur rencontre. D'où l'intérêt d'essayer aussi d'approcher ces publics avant une expulsion et tout ça. Mais c'est toutes ces représentations qu'il faut essayer de casser. Et donc, pour revenir aussi à ce que tu as abordé sur la notion des politiques ou des médias aussi, c'est on se rend compte que même au niveau local, Drôme-Ardèche, souvent les gens ils imaginent que les centres d'hébergement c'est des lieux avec de la violence, avec des dortoirs. Ça n'existe pas sur la Drôme et l'Ardèche. Ce qui existe, c'est quand il y a un plan grand froid, un plan hiver renforcé, on ouvre un gymnase effectivement avec pour avoir plus de place exceptionnellement, mais sinon les plus grandes chambres, moi ce que j'ai connu sur Romans c'était une chambre de 4, nous c'est des chambres de 2, des chambres seules, des parties réservées pour les femmes, voilà, c'est des choses qui sont très sécurisantes. Sur Drôme-Ardèche on a vraiment des centres d'hébergement d'urgence qui sont à taille humaine. Nous ici on a 15 places d'accueil, donc tu vois ça va très vite.
avec un turnover qui est beaucoup moins fréquent que ce qu'on a connu avant les Don Quichotte, dont je parlais avant 2005. C'est-à-dire que les gens peuvent des fois rester là même des années, le temps de tout refaire, leurs papiers. Donc il y a plus, il faut vraiment avoir pour le côté local sur la Drôme et l'Ardèche, on n'a pas des centres d'hébergement comme ça avec tu dois faire le 115 tous les matins, c'est pas vrai. Si tu fais le 115, si tu as ta place, après tu peux rester plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années si tu as un projet pour te poser, ce qu'on appelle le centre d'hébergement de réinsertion sociale. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Comment tu traduirais cette évolution de ces 15 dernières années ? Quand, juste avant 2007, quand tu voulais être sur un centre d'hébergement dans la Drôme et l'Ardèche, y compris à Tournon, tu pouvais rester 3 nuits. Ensuite, tu devais refaire le 115 et aller, par exemple, à Romans, à Valence, sous réserve qu'il y ait de la place. Donc, à l'époque, si tu veux, mes collègues de l'époque avaient, par exemple, Monsieur Dupont, qui était inscrit ici, qui finalement était vraiment dromois ardéchois, mais il devait systématiquement, et les structures jouaient le jeu de reprendre ce monsieur. Quand on est arrivé en 2007, effectivement, là, ça a créé ce qu'on appelait le terme la stabilisation. Tu peux rester plus longtemps, te poser, le temps de faire ton projet et voir s'il y a la question du logement, parce que c'est ça qu'on va essayer de toucher, et d'essayer de faire que tu puisses aussi avoir une réelle domiciliation, parce que ça aussi, ça a été revu, parce que beaucoup de CCAS n'appliquaient pas ce que la loi demandait de te faire une domiciliation à partir du moment où tu restes sur un territoire, et puis de te poser. Tu vois, c'est vraiment poser ses valises, se poser, donc faire émerger de plein de trucs, la santé, refaire une pièce d'identité, c'est pas anodin. Donc c'est une bonne question parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un premier abord, cet élan comme ça des Don Quichotte, il y a eu justement des errants qu'on connaissait de longue date qui se sont posés, mais ça a déclenché d'autres choses. Il y a eu des projets de réussite, bien sûr, mais il y a aussi eu du droit au recommencement, c'est-à-dire des gens qui, quand on leur a proposé de rester plus longtemps, ils s'en sont saisis, et puis c'était tellement compliqué d'un seul coup de rester dans les mêmes murs que tu te rendais compte que finalement, passer l'hiver, après, les personnes voulaient pas, pour l'instant, entendre parler de questions de logement, c'était pas le moment. Ça permet maintenant aussi, dans une autre temporalité, de prendre les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que on a aussi fait un contrepoids au niveau des politiques, qui était de dire le logement d'abord, c'est une réelle question qu'on travaille avec la Fondation Abbé Pierre aussi. C'est bien sûr qu'il faut mettre le maximum de personnes dans des logements, mais il y a aussi la question des logements adaptés, parce qu'on se rend compte, encore une fois, dans cette mixité publique, qu'il y a plein de personnes où, si tu les mets dans un logement, pour la personne et pour les propriétaires, c'est les mettre en difficulté, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont un degré d'autonomie à être dans un appartement, mais qui va être à la fois aussi encore à être accompagné. On a vu aussi que des personnes à la rue depuis très longtemps, qui avaient connu que les centres d'hébergement d'urgence depuis très longtemps, même des gens des fois de 50 ans, n'avaient jamais eu réellement d'expérience en logement autonome. Et quand on a fait rentrer avec des moyens supplémentaires, ces personnes sur des logements quelquefois sous-loués par notre association ou en bail direct avec un bailleur social ou bail privé, quelquefois la réalité ça a été un échec parce qu'il n'y avait pas le soutien derrière et les personnes l'ont très mal vécu. Personne d'être entre quatre murs, en fait, on règle pas tout.
Il y a la question de l'isolement. Tout à l'heure, on parlait de l'accueil de jour. On a des gens qui viennent justement sur l'accueil de jour parce qu'ils sont très mal dans leur appartement. Ils n'arrivent plus à demander de l'aide. Et puis la question que tu posais aussi, c'est la question de l'argent, du financement aussi de tout ça. C'est de dire on va mettre de l'argent pour accompagner les gens vers du logement d'abord. Mais nous, ce qu'on a essayé de défendre avec les fédérations et avec la Fondation Abbé Pierre depuis toujours, c'est de dire oui, mais il ne faut pas par contre que ce soit au détriment de l'hébergement d'urgence. Parce qu'on aura toujours des personnes qui auront besoin d'hébergement d'urgence, qui ne seront pas du jour au lendemain adéquates pour rentrer dans un appartement, soit par choix, parce qu'on en a aussi. Nous, sur des secteurs comme les nôtres, c'est minoritaire, mais on en a quand même. Soit parce que y a des troubles psychiatriques, pour l'instant, ils en sont pas là, et il faut vraiment l'accompagner. Vraiment, l'idée de mettre des gens à tout prix dans des logements, c'est vraiment une grosse erreur, et pour le public, encore une fois, et pour les bailleurs privés, qui aussi, nous, on est très en lien avec des propriétaires, vont être vraiment en difficulté, ensuite aussi, ça faut à prendre en compte, et les bailleurs sociaux aussi, qui, quelquefois, nous aussi, on leur fait remonter qu'on a ce qu'on appelle en CAPEX, les commissions d'expulsion, on est interpellé beaucoup trop tard sur des situations d'expulsion. Quelquefois, des gens ne sont pas des mauvais payeurs, mais sont en fait complètement dépassés par leur situation dans des appartements. C'est la question du logement accompagné qu'il faut creuser, et encore une fois, pas au détriment de l'hébergement d'urgence. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais des moyens ministériels pour améliorer la situation en France telle qu'elle est aujourd'hui ? Ça serait renforcer, amplifier les prémices de ce qui a déjà été abordé, si tu veux, et que ça aille bien plus vite. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, pas au détriment d'un autre dispositif. Parce que donc on a donc le dispositif d'hébergement d'urgence, nous sur Entrée des Abris. On a la chance d'avoir aussi une pension de famille qui est vraiment du logement adapté, ce qui fait que à la demande tu as ton logement, mais à la demande tu peux interpeller une travailleuse sociale. Tu peux aussi aller sur un temps de repas collectif, mais par contre tu as ton petit chez toi, personne ne rentre chez toi, voilà. Et tout est sécurisé parce qu'il y a une question aussi de forfait un peu sur ce que tu payes. Et ça c'est très important. On voit que les personnes souvent nous disent en fait sont pas des mauvais payeurs, mais en fait quand les grosses factures d'électricité arrivent, ils vont mettre en priorité d'autres choses en fait au niveau de leur budget. Donc du logement adapté, mais on a aussi un dispositif d'accompagnement, ce qu'on appelle hors les murs. On sous-loue pas ou on met pas à disposition du logement, mais on va quand même à la rencontre d'une personne qui va être soit dans un logement social en difficulté, soit dans un logement privé, soit dans un logement aussi insalubre et avec lequel le propriétaire ne prend plus contact avec la personne. Donc une personne qui est pas SDF, mais qui est en difficulté sur la question du logement, et ça c'est de l'accompagnement vers et dans le logement. Ça, c'est des financements qui sont arrivés aussi très tardivement et qui sont souvent remis en question. Et ça serait normalement même pas à rediscuter. Et on se rend compte en plus que quand ces personnes qui arrivent, des personnes vulnérables souvent, arrivent au dernier moment de l'expulsion, elles arrivent sur un centre d'hébergement d'urgence. Pour certaines, on en a connu à plus de 70 ans, c'est la première fois. Donc tu imagines quand même aussi le traumatisme. On se rend compte que c'est vraiment des gens en plus qui ne demandaient qu'à être accompagnés. Ça nous est arrivé il y a 2 ans, comme ça, coup sur coup, on a eu 3 personnes âgées de Tournon expulsées, dont 2 en logements sociaux. Donc ça nous interpelle. Rapidement, on a pu travailler sur une mesure de protection, parce que la personne ne savait pas du tout gérer son budget. Et puis, il y en a une qui est partie en maison de retraite après, et dès qu'il y a eu une place, ça a été possible. C'est des personnes qui n'étaient pas dans une logique d'aller voir une assistante sociale. Il faut réinterroger aussi cette question d'aller vers. Et voilà, c'est un fort mouvement aussi qu'on défend à Entrée des Abris, la Fondation Abbé Pierre aussi. C'est de dire allons vers les personnes en difficulté qui finalement ne demandent qu'à ouvrir leurs portes. Que moi j'ai accompagné pendant longtemps aussi un monsieur qui n'allait plus voir son courrier parce que de toute façon il savait qu'il y avait que des mauvaises nouvelles. Et on a travaillé au fur et à mesure, et c'était quelqu'un qui le logement était entretenu, on a aussi une image, si tu veux, de quelqu'un en situation d'expulsion qui est aussi une caricature d'un logement encombré, d'une personne alcoolisée dans ce logement, tu vois. Mais en fait non, tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui va très mal
et qui ne veut plus aller à sa boîte aux lettres parce qu'il se dit ça va être que pour apprendre des mauvaises nouvelles, et puis des gens qui ne veulent pas demander de l'aide, y compris à de la famille qui va habiter dans la région. Pour revenir sur la représentation, je pense que toi aussi quand tu es venu, tu as pu t'apercevoir qu'il y a des gens que si tu les croises en ville, tu ne sais pas qu'elles dorment ici. On a aussi des travailleurs, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais il y a un mois, on avait sur le groupe de 15, on avait 5 personnes qui partaient bosser tous les matins. Donc on a des saisonniers, mais on a aussi des gens qui travaillent à l'usine. L'idée c'est vraiment d'essayer de faire que sur les centres d'hébergement d'urgence, on arrête aussi d'avoir des personnes qui pourraient être dans un logement. Et il y en a énormément. Venir sur un centre d'hébergement, ça va être beaucoup plus dur après d'en ressortir, j'allais dire, que de la question du maintien. Et puis sur la question de l'argent, parce que sur les politiques, ce qu'on fait remonter, c'est ça. Et donc du citoyen, toi, moi, quand on paye des impôts, ça coûte bien plus cher d'avoir cette rupture et de te faire venir sur un centre d'hébergement d'urgence que si on avait anticipé les choses et qu'on avait travaillé cette question du maintien ou du relogement. Alors avant de retrouver Jonathan qui a un tout dernier message à faire passer, je voulais vous présenter Dominique, aka Dom, aka Maman Dom. Alors moi c'est Dominique, tout le monde m'appelle Dom ou Maman Dom. C'était quoi ton boulot ? C'était l'accueil de jour. Je reçois tous les matins ceux qui viennent prendre une douche, qui sont en habitat précaire, à la rue, en voiture, en camion, enfin tout ça. Ils viennent se laver leur linge, faire un petit déj. Voilà, puis surtout discuter, s'amuser aussi parce qu'on a eu des très bons moments. Enfin c'était ma présence surtout. Là t'emploies l'imparfait, pourquoi ? Parce que ça se termine aujourd'hui. D'accord. Ça y est, c'est la fin. Voilà, mes dernières minutes sont pour la radio. Et donc ça faisait combien de temps que tu bossais là ? 13 ans et demi. Je suis rentrée en mars 2007. J'ai été buraliste pendant 6 ans à mon compte. Ensuite, 11 ans chez des collègues. Et c'est là que j'ai commencé à connaître un peu ces gamins qui sont dans la rue. Enfin, gamins, moi j'appelle ça des gamins maintenant. Qui faisaient la manche souvent devant le bureau de tabac. Des liens se sont créés. Puis j'ai connu Entraide et Abri. Je suis venue dans un premier temps en bénévole. Et puis un jour, ils avaient besoin de quelqu'un. Donc j'ai postulé, j'ai été prise. Voilà, et depuis, je suis jamais repartie. L'empathie, c'est naturel. Je pense que ça s'acquiert pas avec le temps. C'est on l'a ou on l'a pas. Faut pas avoir peur, parce que c'est souvent la peur qui fait reculer les gens, ne serait-ce que en sortant de magasin, dans la rue, on a tout de suite, mon Dieu, ils cherchent pas à agresser les gens, ils cherchent juste eux aussi l'empathie. Bon, il y a de tout. Après, il y a l'alcool qui peut faire reculer, mais dans l'ensemble, c'est jamais méchant. Eux aussi, ils ont de l'empathie, faut pas. Par exemple, s'ils viennent dans un lieu comme ici, ne serait-ce que donner 2-3 heures de leur temps par semaine ou même par mois, ça apprend un peu à les connaître. C'est des gens comme toi et moi qui, à un moment de leur vie, ont eu des soucis. C'est des fois difficile de les surmonter. Donc, grâce à des structures comme ici, c'est fait pour ça, pour arriver à les aider. Après, il y a des choix. Moi, j'en ai beaucoup, c'est surtout dans les jeunes. C'est des choix, ils peuvent pas dormir dedans. Moi, j'en ai qui me disent, je peux pas dormir dans un lit, c'est pas possible. Mais peut-être qu'arrivé à un âge, ils se rendront compte que c'est un peu plus difficile. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Mais bon, moi, je suis pas... Voilà, je dis ce que je ressens. Tout est dans l'empathie, tout est dans le vouloir. Si on veut pas... si on met des barrières, il faut arriver à les faire tomber. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, là. Si. Mais si. Allez, on retrouve une dernière fois Jonathan. Et puis, après son message, je reprends le micro afin de vous dire au revoir. Les personnes en difficulté, ou on va dire les personnes SDF, il ne faudrait pas en parler que l'hiver.
C'est-à-dire que quand tu vas allumer tes infos, souvent, l'image qu'on a, ça va être ça. C'est l'hiver démarre, alors la trêve hivernale. Et encore une fois, ce qu'on va te montrer aussi, c'est des grands centres d'hébergement d'urgence. Ça peut être Lyon, ça peut être Marseille, et bien évidemment, ça peut être Paris. Et ça ne nous parle pas, et ça parle pas aux personnes aussi qui sont en difficulté ici, y compris l'accueil de jour. Tu vois. On a un accueil de jour où là, je disais, l'hébergement, c'est 15 personnes. L'accueil de jour, c'est une trentaine de passages. Donc déjà, en comparaison de Valence, voilà, c'est petit, c'est à taille humaine. Mais surtout, l'idée, c'est de pas parler des SDF uniquement et de médiatiser uniquement l'hiver, mais aussi d'en parler l'été, parce qu'on a aussi des plans canicules aussi, qui sont abordés avec les directions départementales de la cohésion sociale, où les personnes aussi meurent l'été. Les personnes à la rue, les personnes en difficulté, les personnes isolées meurent toute l'année. Mais vraiment, c'est d'arrêter d'être dans, comment on appelle ça, un peu un marronnier, quoi, quelque chose qui revient systématiquement, et de dire, les SDF, non, c'est toute l'année. Il en meurt toute l'année, et les gens sont en difficulté toute l'année. Voilà, cette seconde émission autour du mal logement en France est terminée. On continuera à creuser la thématique lors du prochain épisode. Merci à Dominique, Jonathan, Sophie et à la Fondation Abbé Pierre. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez contacter ou en savoir plus sur Entraide et Abri, rendez-vous sur leur site entraide-abri.fr. Pour réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur le mixcloud.com/sur-la-route. Et pour connaître l'actualité brûlante de l'association Résonance, avec tout un tas de projets audiovisuels participatifs à venir sur 2020 et 2021, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.